Mais surtout, on a la chance d'avoir et d'accueillir Vladimir Lelouvier, qui est journaliste là-bas. On va dire ça, oui. Ouais, j'ai oublié. 2-3 articles de temps en temps. Voilà, c'est-à-dire qu'il y passe sa vie. Et il est surtout extrêmement passionné par tout ça. Et il vient nous présenter en fait le nouveau monde du jeu vidéo. Et vous allez voir, c'est juste génial. Vladimir, à toi. Bon, déjà, derrière cette présentation dithyrambique, je vais commencer par auto-saboter tout ce que je vais dire après. Donc, tout ce que je vais dire, c'est faux. Donc, il faut le retenir. En fait, pour te faire plaisir, Nathalie, en fait, c'est pas vraiment faux, c'est juste partiel. Parce qu'en fait, les chiffres... C'est de la langue de bois. Bah, on est dans un monde de professionnels, non ? On est d'accord. Donc, en fait, tout ça pour dire que le jeu vidéo, en fait, ne se mesure pas qu'avec les chiffres des analystes. En fait, je vais vous parler de taux de pénétration du marché, des évolutions du marché, mais en fait, ça ne montre pas l'importance du jeu vidéo. Les ventes de jeux vidéo, quand on parle de jeux vidéo, j'entends les ventes de jeux vidéo, j'entends Call of Duty, Crash Bandicoot, ce que vous voulez. En fait, ça drive derrière eux tout un écosystème. Donc, un écosystème de ce que j'appellerais le hardware. Le hardware, c'est les ordinateurs, les manettes, ce que vous voulez, et surtout une audience absolument monstrueuse et surtout de plus en plus captive. Je vais vous donner un seul chiffre qui va vous donner le tournis. Juste pour le premier trimestre 2021, sur le seul Twitch, alors c'est un média qui est essentiellement dédié aux jeux vidéo, c'est 6,5 milliards d'heures vues, donc sur un trimestre. Milliards. Ah ouais. Donc c'est un truc absolument dingue. En fait, ce chiffre, au-delà d'être impressionnant et clasher un petit peu, a un intérêt, c'est que en fait, le jeu vidéo, depuis 2 ans, les heures vues sur le jeu vidéo en fait, ont dépassé le nombre d'heures jouées. Ce qui est un peu contre-intuitif, mais on regarde plus le jeu vidéo qu'on joue aux jeux vidéo. Oui, mais comme un fan de foot regarde des stades jouer. Ça, c'est ma partie 4. Ah, pardon. Ok, donc excusez-moi, mais elle m'a spoilé. Elle m'a divulgaché, pardon. Donc voilà. Et en fait, quelle industrie de l'entertainment, alors là j'ai des gens du cinéma, de la série, peut se permettre d'avoir une telle capacité de rétention de ses fans? Bon, vraiment j'ai dit que tous mes chiffres ils étaient faux. Je vous en donnais plein parce que quand même je suis un journaliste un peu pro. Je fais semblant. Tu peux passer. Voilà, donc vous voyez sur cette slide, c'est ça qui est intéressant parce qu'on voit l'évolution massive du jeu vidéo. C'était il y a pas si longtemps, ça fait juste 50 ans, même pas. Maintenant, on voit aussi sur cette slide combien ça a cru et surtout la diversité, là on le voit, de tout ce qui est les supports ou surtout les modèles économiques. Ça s'est multiplié, diversifié, c'est un marché qui arrive. Tout à fait. Et en fait, ce chiffre, c'est important parce qu'on voit que dans le jeu, tu peux passer. Pardon. Il y a presque 3 milliards de joueurs en 2021. Donc 3 milliards de joueurs dans le monde. En France, on est à 44%. J'ai fait une petite règle de 3, ça fait pas loin de 3 millions. Je ne suis pas super bon en maths, mais ça reste quand même des chiffres absolument, absolument dingues. Parce qu'en fait, cette population, non seulement elle regarde, mais elle consomme. Elle consomme du hardware, donc tout ce qui est du software et des médias. Et donc, tout ça nous mène à une population du jeu vidéo en plus qui évolue parce que non seulement on a tendance à voir dans le joueur de jeux vidéo le gros boutonneux à lunettes, sauf qu'on peut voir que par exemple sur les 25-34 ans ou les 35-44 ans, donc en gros le cœur de la population active, les gens qui achètent les produits que vous mettez en avant, et ben on est à 59% pour les 25-34, 46% sur les 35-44 ans. Et en plus, autre chose, si vous regardez, je n'ai pas mis les slides sur la population en termes de sexe, mais on est à plus de 50% des femmes. Alors, c'est un peu plus complexe que ça, mais en gros, sur les chiffres globaux, on est là-dessus. On est en termes de CSP, on est à 28% de CSP+. Si vous regardez les bacs plus 3, je crois que c'est 34, je suis un peu trop près, ou au moins un diplôme, c'est 96%. Donc on est loin de l'image du gros boutonneux qui fait ça parce qu'il n'a rien d'autre à faire et qui est complètement débile. L'un n'empêche pas l'autre, mais... c'est l'image de il y a 40 ans. Exactement. Et donc tout ceci, tu peux passer... Et ça nous donne une année 2020 absolument explosive pour le jeu vidéo, avec des tendances très très fortes. Là, ce ne sont que des chiffres pour la France. Donc on voit que l'année dernière, c'est 5,3 milliards d'euros en France.
c'est 165 à 175 milliards de dollars dans le monde, rien que pour le software. Et si on doit voir juste quelques chiffres pour se donner des idées, là, vous avez les tops des 20 des biens culturels en physique. J'insiste bien en physique, en sachant que le digital est très fort dans le jeu vidéo. Vous en avez quand même 8, je vous laisse les compter, qui sont des jeux vidéo, donc, dont 1, 2, 3. Donc les 3 premiers, ce sont quand même des jeux vidéo. Ah oui, parce que je n'avais pas vu, excuse-moi. C'est au sein des biens culturels. Exactement. C'est-à-dire que c'est sur pas le physique, un top en sachant des qu'il ne s'est jeux pas vidéo. vendu beaucoup de produits physiques l'année dernière, because confinement. Oui, oui, bien sûr. Donc c'est pas la meilleure année non plus. Donc une fois qu'on a vu ça, ce qui est très important, tu peux passer à la prochaine slide, c'est qu'en fait le jeu vidéo, ce que nous on entend le jeu vidéo, c'est Call of Duty, Crash Bandicoot, mais en fait ça ne représente que les 2/3 de l'écosystème du jeu vidéo, parce que si on voit sur ces chiffres du marché du jeu vidéo en France ou au Royaume-Uni, en fait le software total, c'est une partie, c'est à peu près les 2/3. On le voit là aussi, c'est à peu près les 2/3 du secteur. Donc tout le vivier de croissance est certes en interne sur le soft, mais aussi sur le reste. Et c'est le reste qui croît. Voilà. Et c'est là où ça croît c'est là où ça le croît le plus vite. Donc après cette année explosive sur le jeu vidéo, en fait les tendances sont très bonnes. À court terme, tu peux y aller. Donc là c'est les chiffres pour 2021. Donc, ils devraient être plus ou moins aux alentours de 175 milliards, parce que l'année dernière, on était à plus 25, plus 30%, plus sur certains secteurs, à plus 70%. Donc, pas forcément facile de continuer à faire plus. Oui, puis on va s'en passer, c'est pas grave, on préfère ne pas être malade. Voilà, exactement. Et c'est surtout ce qui est intéressant, c'est les tendances à long terme. Tu peux passer. Donc là, on est à plus de, selon l'analyse Newzoo, qui est un indice assez reconnu, on est à plus de 200 milliards de chiffre d'affaires, rien que pour le software, j'insiste, en 2023. Donc c'est des chiffres, il faut retenir les ordres de grandeur. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est le chiffre que vous voyez en bas. C'est que l'écosystème du jeu vidéo, on peut l'estimer à plus ou moins 300 milliards de dollars dans le monde en 2023. C'est quand même assez raisonnable. Donc on va quand même pister quelques icônes et propriétés issues du jeu vidéo, je pense. Tout à fait. Mais en fait, une fois qu'on a parlé de ces chiffres, en fait, qui sont absolument faramineux, ça revient à ignorer ce qui fait la vraie force du jeu vidéo. Et le jeu vidéo, en fait, ce qui est intéressant, c'est sa capacité à retenir longtemps, mais alors vraiment très très longtemps, les joueurs de jeux vidéo dans l'univers et les maintenir le plus longtemps possible. Et c'est pas à vous que je vais apprendre que si on maintient longtemps un consommateur auprès d'une franchise, son niveau de rentabilité augmente. Ça peut être très très fort. Et là, je vais vous prendre un chiffre absolument dingue. Alors là, je tiens à insister sur 2 éléments. Ce que je vais parler, c'est en jours. Okay, oui, il faut bien retenir que c'est en jours. C'est plus en heures, c'est en jours. Donc, depuis sa création il y a 3 ans, Fortnite, je vous laisse calculer les zéros, mais ça veut dire qu'on est à 3,8 milliards de jours joués. 3,8 milliards de jours. Alors j'avais le chiffre en année aussi, mais bon, ça pétait moins, donc je ne l'ai pas mis. Donc voilà, donc vous avez quand même des chiffres dont certains sont issus de licences, The Witcher, vous en avez d'autres qui sont devenus des licences, donc c'est intéressant de voir que vous avez... Et là, ce ne sont que des jeux, ce qu'on appelle premium. Donc, ne sont pas comptés dedans les jeux mobiles et compagnie. Là, j'ai pris des jeux premium qui sont les plus connus. Donc, à mon avis, le vivier de croissance du jeu vidéo, il se situe dans la rentabilisation, la rentabilisation de cet écosystème extrêmement, extrêmement fort en présentant, en fait, parce que le jeu vidéo peut se targuer de croissance interne du jeu, mais aussi par de la croissance externe de son audience. En fait, la croissance externe de cette audience, parce que là, on va montrer d'autres, sur cette autre slide, on voit bien, c'est que le jeu vidéo, c'est aussi maintenir par la diffusion de contenu dédié. Donc là-dedans, de contenu dédié, je pense des compétitions. Il y a notamment une compétition qui a eu lieu il y a 2 ans, je crois, où il y a eu 170 millions de spectateurs en même temps pour une finale, je crois, de League of Legends. Il me semble que c'était à New York, 170 millions, c'est quand même raisonnable. Et aussi... De bonnes audiences. Voilà, c'est pas si mal. Et vous avez aussi sur la capacité aussi à créer des vidéos live, ou non, live c'est type Twitch, ça veut dire que c'est un fil, c'est une sorte de fil de vidéos en live, ou non live, donc type YouTube. Et donc là, vous voyez aussi, on voit sur ces chiffres,
Alors là, on a Twitch, YouTube Gaming, par exemple, qui montrent des croissances absolument phénoménales. Donc c'est les 6, j'avais dit 6,5, en fait c'est 6,3, mais c'est les croissances absolument phénoménales. Et là, on reprend toujours les cas des nombres d'heures vues sur Twitch. Là, c'est plus en jours, je suis désolé, mais c'est en heures. Ça reste des taux de rétention qui sont très, 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 très forts. Donc c'est vraiment impressionnant. C'est ce qu'on appelle de l'engagement du consommateur. Un peu. Exactement. Donc c'est des phénomènes d'engagement. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand vous retenez ces chiffres-là, ça concentre les ventes et le temps passé sur quelques franchises phares. En fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que le secteur du jeu vidéo se concentre sur 1 à 2 licences par secteur. Le jeu de foot, le jeu de baston, qui concentrent le nombre d'heures et compagnie. Donc on a vu 3,8 milliards. Fortnite, c'est 3,8 milliards de jours joués, 1,289 milliards d'heures regardées. Là, c'est juste sur des trimestres. Donc, enfin, il y en a qui est sur un an et l'autre depuis la création. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça permet aux éditeurs de monétiser de manière très diversifiée leurs jeux vidéo. Et pour moi, ce qui est intéressant, c'est que le jeu vidéo, en fait, va au fur et à mesure, j'ai pas tout à fait, va avoir comment on appelle ça, un écosystème qui va se driver sur 2 typologies de revenus, des revenus directs, donc la vente de jeux, de contenus et additionnels, mais aussi des revenus indirects. Des revenus indirects, donc ça peut être des partenariats avec des marques, ça peut être des pubs, ça peut être des droits de diffusion comme au foot. Du product placement aussi, ce que j'appelle un partenariat plus classiquement. Alors, on va parler de product placement, tu peux y aller derrière. Le spécialiste mondial de ça, c'est Fortnite. Donc là, je vous ai mis les quelques slides les plus spectaculaires. Mais bon, vous avez des partenariats avec Jordan, avec la NBA, avec Disney+, avec DC Comics, mais j'aurais pu mettre Intel, Honor, Samsung, il y en a plein. Moi, j'en ai retenu 2 mais qui me semblaient intéressantes. C'était Havaianas, parce que là, on quitte l'univers le proche du jeu vidéo. Parce que vous vous dites, pourquoi des tongs brésiliennes ? C'est ça, tu me l'as enlevé, mais quelque part, la légitimité, est-ce que des tongs oui, parce que quand tu as Gisèle Bunchen se retrouve chez Fortnite pour la cible de Fortnite. Voilà, en sachant qu'il y a quand même 2,9 milliards de personnes qui y jouent. Donc on peut se dire que bon, dans les 2,9, il peut y avoir Gisèle Bunchen. Non, mais c'est des a priori quand je te dis ça. En fait, c'est le côté de dire mais pourquoi ? Il faut que je défende mon steak. Donc voilà. Et en fait, ils ont fait un partenariat où je vais donner, où il y a évidemment des produits dérivés, donc des tongs Fortnite. Mais surtout, ce qui est très intéressant, c'est que si vous achetiez des tongs Fortnite Havaianas, vous avez le droit à une île spécifique dans le jeu. Donc c'est-à-dire que c'était un code. À plein de chiffres, où vous arriviez et vous aviez une île en forme de tongs. Donc c'est absolument génial en termes d'engagement. Et moi, il y en a un autre truc qui m'est revenu ce matin après un article du Monde d'hier. C'était le concert de Travis Scott. Je ne sais pas si vous aviez suivi ça. J'avais trouvé ça absolument dingue. Donc, le concert de Travis Scott l'année dernière, il y avait eu un concert dans Fortnite où en fait Travis Scott était à taille puissance 1000 et il y avait 26 millions de personnes en avatar qui tournait autour. Je l'ai bien dit, 26 millions outre l'aspect absolument hallucinant du truc, ça montre la capacité d'engagement, parce qu'effectivement, les marques autour de Travis Scott s'étaient associées à ça, et ça lui a rapporté 20 millions de dollars pour 10 minutes. Bon, c'est un taux de rentabilité... Joker. Voilà, pas si mal. Et donc, en fait... Là, on va rentrer aussi donc les marques du jeu vidéo sont devenues des spécialistes de la création de ce qu'on appellera tous ici de stratégie à 360 degrés. C'est-à-dire que maintenant, les licences sont pensées pour être développées en jeu premium, physique, ou en licence ou en jeu digital, mais aussi, on peut le voir en peluche. Là, c'est le parc d'attractions Nintendo. Ça peut être aussi en jouets, ça peut être en n'importe quoi. C'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que comme les consommateurs, les utilisateurs sont des gens normaux, contrairement à l'image du geek boutonneux débile, ça ouvre des gens qui consomment et qui ont des envies
de retrouver dans leur rayon de tous les jours des produits portant l'effigie de leur personnage. Voilà. D'autant plus, en plus, ce qui est C'était pas intéressant. accepté avant, en fait. Par exemple, j'ai interviewé la semaine dernière les gens d'Ubisoft, qui sont des grands spécialistes de la diffusion de ce type de produit-là. Ils m'ont dit, nous on a des jeux, mais on va faire des séries. Alors pour être honnête, je sais plus la série. Je crois qu'il y a une série Assassin's Creed ou un film Assassin's Creed. Il y a eu des séries Ils ont fait la série Lapin Crétin, quand même. Voilà. Ils ont un paquet de... Et j'ai cité Ubisoft, mais on aurait pu citer Activision Blizzard, je crois, qui est dans la salle, ou qui a un peu spécialiste, ou Tencent. Le grand spécialiste, c'est Tencent, mais on en parlera un tout petit peu après. Donc voilà, donc ça, c'est des ressources de revenus très intéressantes, mais aussi d'augmentation de l'audience du jeu vidéo. Enfin, il y a un truc dont j'aurais dû parler dès le début, c'est que les licences et le jeu vidéo, depuis le début, ce sont aussi ce qu'on appelle des jeux à licence. Et ça peut marcher très bien. Tu peux y aller. Donc là, ce sont quelques-uns des jeux qui vont venir ou qui marchent très bien. Donc le futur jeu Harry Potter, ce jeu-là, Dragon Ball Dokkan Battle, qui a fait quand même 2 milliards de dollars de chiffre d'affaires l'année dernière, c'est pas si mal pour un jeu à licence. C'est pas si mal. Le futur jeu Ubisoft Star Wars. Et là, j'ai trouvé ça sympa. C'était un jeu où en fait, je crois que c'est un jeu de Square Enix, si je me trompe pas, où en fait c'est le Wonderland de Alice qui twistait, donc qui est du côté côté méchant. Je trouvais ça intéressant donc de le présenter. Et donc pour vous donner une idée, l'analyse Newzoo dont je parlais tout à l'heure a relevé 900 jeux à licence depuis 20 ans. Et actuellement, rien que sur les App Store, on a à peu près 200 jeux, selon eux. Donc c'est quand même les collabs, comme on dit, les cross marchent très 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 bien. Voilà, donc ça c'est un autre moyen de faire de l'argent. Voilà, parce qu'on est quand même là pour ça, quand même, faut pas déconner. Bon, d'accord. Faut quand même pas déconner. Donc, vous voyez, tout ce que je viens de vous dire montre que tout est en place pour que le jeu vidéo vienne une icône de la pop culture, enfin un pilier de la pop culture, et surtout un hub hyper dynamique de toutes les formes de monétisation digitale plus digitale et physique, direct comme indirect. Et pour moi, alors là, je ne sais pas s'il y a des gens de Disney, mais je vais leur donner, voilà, ils vont pas être contents. On est là pour ça. Voilà. Comment ça, on est là pour ça? Non, mais qu'il y ait Disney ou pas, on est là pour dire ce qu'on pense et pour moi, la réalité des choses. Donc, voilà. Pour moi, le Disney 2050, le Disney 2050, il est issu du jeu vidéo. Alors, je prêche peut-être pour ma paroisse, mais je vais vous montrer que c'est pas complètement idiot. Et à mon avis, il sera asiatique. Pourquoi je dis ça? Parce que je me base sur plusieurs exemples, dont le plus spectaculaire, c'est Tencent. Tencent, que tout le monde connaît Tencent. Ok. Il n'y a que toi, en fait. Non, parce que moi, je ne connaissais pas. Donc Tencent, c'est quand même le propriétaire à la fois des développeurs de Fortnite, PUBG, Rocket League, donc ce sont des grandes franchises de jeux vidéo. Ça a aussi un certain nombre de pourcents d'Activision Blizzard, d'Ubisoft et compagnie. Mais aussi, il ne faut pas oublier d'Universal Music. Donc voilà, ils ont aussi WeChat. Je ne sais pas si les gens connaissent WeChat. Voilà, WeChat, c'est le WhatsApp chinois. Il y a juste 1 milliard d'utilisateurs qui sont complètement imbriqués dans l'écosystème. Et ils ont aussi coproduit les derniers Men in Black, King Kong et Wonder Woman. Donc, vous voyez, on peut avoir un géant issu du jeu vidéo qui sera peut-être le prochain Disney. Voilà. Donc, je vous remercie beaucoup. J'ai parlé beaucoup trop vite. Mais voilà, comme vous voyez, je suis un peu passionné. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions. Parce qu'il y a une vraie overview rapide en presque 20 minutes chrono, parce que ça n'a même pas sonné. Ah si, tu l'as arrêté. Est-ce que vous avez des questions? Moi, je trouve que ça ouvre à plein de possibilités, un peu pas d'inquiétude ni d'angoisse, mais se dire que c'est un marché qui, il y a 50 ans, n'existait pas, relativement, à l'échelle. Aujourd'hui, il ne faut pas le rater. Il faut monter dedans. Je ne sais pas à quel étage de l'échelle il faut monter, mais c'est effectivement les licences, les licences de demain, et c'est surtout, c'est pas tellement que c'est les licences de demain, parce que ça on le sent, mais c'est surtout les nouveaux supports. C'est-à-dire que les sorties ciné, on parle d'un Spider-Man et waouh, on en fait, etc. Quand on remet en balance avec la sortie d'un film, d'un jeu et 26 millions d'avatars du monde entier qui se réunissent pour voir un autre avatar faire 10 minutes de musique, je pense que on vit une révolution et
Et il faut monter dans l'échelle du succès pour les accompagner et en profiter. Et juste, il y a un truc que j'ai oublié, mais je pense que c'est important, c'est aussi le niveau d'engagement des communautés. On ne l'a pas évoqué. Le niveau d'engagement des communautés, c'est plus que d'autres, au-delà des chiffres qui sont un peu spectaculaires, mais bon, je les ai sélectionnés pour ça, donc ce n'est pas totalement illogique. Et ce sont des communautés qui sont extrêmement engagées et qui vendent beaucoup. Et ceux qui achètent beaucoup. Et qui achètent beaucoup et qui font vendre beaucoup. C'est ça que je voulais dire. Il y a quelques leaders dans les réseaux ou dans les... là, par exemple, j'ai mis Gotaga, mais vous avez, là, j'ai mon fils ici, je peux vous assurer que son grand frère, il sait parfaitement en quoi équiper Gotaga, et ce qu'il boit et compagnie. Donc, c'est un peu comme Cristiano Ronaldo fait du coca. Quand vous avez PewDiePie, je ne sais pas si vous voyez qui est PewDiePie. PewDiePie, c'est quand même 100 millions d'abonnés. Donc, quand il dit un truc où il soutient une cause ou il soutient une marque, vous avez 100 millions de personnes qui se font un ting à ce moment-là. Donc, mais de toute façon, parler à des fans, dans le mot qualitatif du mot fan, c'est génial, parce qu'à partir du moment où on leur propose quelque chose, ils en ont envie et c'est associé à leurs besoins du quotidien. Donc, c'est effectivement une communauté de fans, d'engagés et qui sont devenus des gens normaux. Non, qui sont des gens normaux, qui sont devenus des communautés. Vladimir, je pense que c'est passionnant, passionné et passionnant, une super préparation de présentation et cet engouement. Il est dans les allées, il reste. N'hésitez pas à me contacter. N'hésitez pas, mais par contre... On a à l'extérieur, s'il y a mon mail, il y a mon téléphone, et vous pouvez me prendre comme vous voulez. Et on aura de toute façon la présentation en replay aussi. Tout à fait. En digital pour faire ta communauté. Voilà, exactement. Ja,